Le secret révélé, Benny Andersson et Agnetha Fältskog, l'alchimie brute derrière le mythe ABBA. En repensant aux décennies écoulées depuis la formation légendaire d'ABBA, les pensées de Benny Andersson reviennent souvent à des temps plus simples, avant que la célébrité ne les transforme en icônes pop planétaires. Ses souvenirs d'Agnetha Fältskog sont vifs et nuancés, empreints d'admiration professionnelle, de tension créative et de cette brillante créativité brute qui a forgé leur partenariat artistique légendaire et intemporel. Aujourd'hui, sur la suggestion, dit-on, d'Agnetha elle-même, Benny choque enfin les fans et le monde en dévoilant des aperçus intimes d'un lien musical et humain bien plus complexe et stratifié que les performances parfaitement soignées que le monde a toujours eu l'habitude de connaître. Restez à l'écoute alors que nous dévoilons les multiples facettes de leur collaboration extraordinaire, riche d'une histoire où des liens artistiques profonds se sont heurtés de front à des défis personnels colossaux, laissant une empreinte indélébile et durable dans l'histoire universelle de la musique pop. C'est un héritage forgé loin des regards incessants du monde, dans l'intimité exigeante des studios d'enregistrement suédois. Il est difficile d'imaginer, et encore plus de croire, qu'ABBA n'ait pas toujours existé en tant que méga-groupe pop accompli. Mais croyez-le ou non, gagner le concours de l'Eurovision avec l'emblématique Waterloo n'a pas marqué le début absolu du parcours d'ABBA vers la superstardom mondiale. Ils étaient, bien avant cette victoire éclatante, tous individuellement de véritables vétérans aguerris de l'industrie musicale en Suède, un fait qui résume parfaitement les parcours musicaux remarquables et autonomes de Benny Andersson et d'Agnetha Fältskog, bien avant qu'ils ne fusionnent leurs forces pour devenir les forces emblématiques et motrices derrière l'un des plus grands phénomènes pop mondiaux que le XXe siècle ait jamais porté. Il est vétéran avant le méga-groupe, parcours individuel et la genèse d'une collaboration légendaire. La montée en puissance de Benny Andersson, le claviériste visionnaire et architecte sonore. La carrière professionnelle de Benny Andersson a débuté à une époque foisonnante où la scène pop suédoise était particulièrement dynamique. En octobre 1964, il rejoint officiellement The Epstar en tant que claviériste virtuose, apportant une énergie et un flair musical qui allaient rapidement redéfinir le son du groupe. Cet ensemble s'est rapidement hissé au rang de l'acte rock le plus célébré et populaire de Suède au cours des années 1960. Quelques mois seulement après son arrivée, The Epstar obtiennent leur premier succès monumental avec le tube Cadillac en mars 1965. En tant que force motrice musicale centrale du groupe, Benny commença à tracer sa propre voie en tant qu'auteur-compositeur prolifique. Des titres classiques tels que No Response, Sunny Girl, Wedding et She Will Love You furent intégrés avec un succès retentissant. Son succès précoce et sa polyvalence musicale étaient déjà indéniables. Les talents créatifs de Benny allaient bien au-delà de la simple exécution. Il était un compositeur naturel, doté d'un instinct infaillible pour créer des mélodies immédiatement accrocheuses et profondément chargées d'émotions. Sa quête incessante de la perfection musicale l'a rapidement établi comme l'un des auteurs-compositeurs les plus prometteurs et respectés de Suède. La synergie créative, la rencontre prémonitoire avec Björn Ulvaeus. À la mi-1966, les horizons créatifs de Benny s'élargirent lorsqu'il rencontra Björn Ulvaeus, alors membre des Hotnani Singer. Leur rencontre, lors d'une tournée commune, fut l'étincelle qui déclencha une collaboration fructueuse et durable en écriture de chansons. Leur première composition commune, Isn't It Easy to Say, enregistrée par The Epstar, fut un premier signe tangible du potentiel de synergie créative qui allait plus tard soutenir l'héritage d'ABBA. Benny poussa plus loin son ambition avec son propre matériel original. En collaboration avec Lars Bergajan, il soumiège, clown au Melodifestivalen 1969, où il finit à la 2e place. C'est lors de ce concours que Benny fit la rencontre de Hannifrid Langstad, Frida, avec qui il développa un lien romantique et créatif. Pendant ce temps, le lien naissant de Björn Ulvaeus avec la star montante Agnetha Fältskog posa également les bases d'une convergence créative qui allait finalement aboutir à la formation du futur ABBA. Tout au long des années 1960, Benny Andersson perfectionna son art sans relâche, à la fois sur scène et en tant qu'auteur-compositeur visionnaire. Ses premiers succès le préparèrent idéalement aux défis artistiques à venir. Agnetha Fältskog, l'enfant prodige et la sensation solo. Le parcours musical d'Agnetha Fältskog commença à un âge extraordinairement précoce, effectuant ses débuts sur scène à seulement 5 ans. À la fin des années 1960, elle s'était déjà imposée comme une artiste solo à succès national. Son single révolutionnaire, Jacques Varsakar, J'étais si amoureuse, enregistré en octobre 1967,
monta en tête des classements suédois dès janvier 1968, se vendant à plus de 80 000 exemplaires. Ce premier triomphe national témoignait de sa capacité innée à toucher profondément les auditeurs par sa voix cristalline et émotive. Bien avant son ascension en tant qu'icône pop internationale, Agnetha avait posé ses bases musicales dès l'enfance. À l'âge de 6 ans, elle écrivit sa première chanson. En 1958, elle commença à prendre des cours de piano et à chanter dans une chorale d'église. Au début des années 1960, elle forma un trio appelé Camber, qui lui apporta une expérience initiale essentielle. À seulement 15 ans, Agnetha fut recrutée par un groupe de danse local nommé Berntangard. Cette décision la poussa à quitter l'école pour se consacrer à sa carrière musicale, travaillant comme téléphoniste en journée. Cet engagement décisif la mena à son succès fulgurant lorsqu'elle enregistra Jag Varsakar. Au fil des années suivantes, elle sortit des singles à succès tels que Utan Dig et En Sang Hoch en Saga, renforçant sa réputation. Sa voix distinctive, capable de transmettre la joie et la mélancolie, devint sa signature artistique. Un moment clé eut lieu en 1969 lorsqu'elle sortit le single Ijnarvan, Ami Gitan, un morceau qui non seulement mettait en valeur sa maîtrise vocale mais suscita également un débat public intense en raison de son contenu thématique controversé. Malgré les polémiques, sa capacité à évoquer de profondes émotions renforça son influence. De l'étincelle créative, de la convergence personnelle à l'architecture inimitable d'ABBA. Avant la formation officielle d'ABBA, Benny Andersson et Agnetha Fältskog s'étaient déjà imposés comme des forces significatives sur la scène musicale suédoise. Leur parcours individuel reflétait une dévotion inébranlable à leur art. Alors que les années 1960 laissaient place aux années 1970, leurs chemins se croisèrent de plus en plus. Les relations personnelles, l'implication de Benny avec Annifrid Lyngstad et la connexion de Björn Ulvaeus avec Agnetha renforcèrent l'esprit collaboratif qui définirait ABBA. Dans cet environnement d'expérimentation créative, l'idée de former un groupe permanent commença à prendre forme. Inspirés par les succès de groupes tels que Bloomink, Benny et Björn reconnurent que le mélange de leurs talents en écriture de chansons, combiné aux voix distinctives d'Agnetha et d'Annifrid, pouvait créer un son radicalement différent. Même lorsqu'ils expérimentaient avec des harmonies, il était évident que Benny et Agnetha étaient des professionnels aguerris. Leurs réalisations individuelles témoignaient d'une compréhension profonde de l'industrie musicale, posant les bases solides de l'un des phénomènes pop les plus durables de l'histoire. Ainsi, avant qu'ABBA ne captive le monde avec Waterloo, Benny Andersson et Agnetha Fältskog avaient déjà consolidé leur place en tant que vétérans respectés de l'industrie musicale. Leur succès précoce prépara le terrain pour la formation d'un groupe qui allait changer à jamais le paysage de la musique pop. Une vision partagée et l'étincelle de la collaboration, les premiers jours. Benny expliqua la dynamique de son partenariat avec Agnetha. « Je ne cherchais pas simplement un partenaire, je voulais quelqu'un capable de me défier. » Et Agnetha fit exactement cela. Cette citation révèle la nature de leur lien, une rencontre délibérée d'esprits animés par le désir de repousser les limites de la musique pop. En studio, l'exigence de perfection de Benny était légendaire. Ses mots, souvent rares mais pesants, portaient une intensité froide et clinique. Il était un perfectionniste clinique, exigeant que chaque note et chaque harmonie atteignent le plus haut niveau. Son approche méticuleuse garantissait un son raffiné et poli d'ABBA. En opposition à la précision de Benny, Agnetha apportait une dimension émotionnelle et intuitive. Son soprano haut et clair était un instrument émotionnel capable de transmettre le spectre entier des émotions. Sur scène, elle incarnait une grâce naturelle et une présence magnétique. Pourtant, Agnetha luttait contre le poids des attentes du public et ses propres tourments intérieurs. Benny la poussait à travers des couches de mélodie et d'émotion. Bien que cette pression fût parfois écrasante, cette dynamique de défi et de soutien créatif a affiné leur talent et jeté les bases du son inimitable d'ABBA. Le succès planétaire, de Ring Ring à Dancing Queen. L'éclat de leur partenariat se révéla dès les premiers albums d'ABBA. Avec Ring Ring, le groupe commença à définir son identité en mêlant des sensibilités pop universelles à des arrangements innovants. Le tournant survint avec la sortie du single éponyme Waterloo. Ce morceau emblématique, interprété lors de l'Eurovision en 1974, fut une démonstration éblouissante de leur chimie et un moment décisif qui les propulsa vers la célébrité internationale. La prestation fut l'alliance parfaite du spectacle visuel et du fond musical substantiel. Pourtant,
c'est avec les albums ABBA, 1975, et Arrival, 1976, que le monde découvrit l'ingéniosité créative de Benny et Agnetha. Ces disques mettaient en avant Agnetha et Anni-Frid en tant que puissantes forces vocales féminines, et Benny comme l'architecte visionnaire du son d'ABBA. Des succès planétaires tels que Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You et l'iconique Dancing Queen furent le résultat direct des étincelles créatives constantes entre Benny et Agnetha. Chaque chanson témoignait de leur capacité rare à allier maîtrise technique à émotions brutes et sincères. 3. Les complexités du phénomène mondial, le prix douloureux de la gloire et la fragilité des liens. À mesure que la renommée d'ABBA grandissait, les complexités personnelles et professionnelles liées à ce phénomène mondial pesaient lourdement sur les 4 membres. L'introspection réservée de Benny et l'allure posée d'Agnetha masquaient des défis personnels sous-jacents. En coulisses, leur relation mêlait une admiration mutuelle à des heurts occasionnels, exacerbée par la promiscuité et les attentes. Agnetha peinait sous le regard intense de la célébrité. Les pressions de la vie publique, les voyages incessants et les exigences permanentes pesaient sur son bien-être psychologique. Benny faisait face à ses propres problèmes conjugaux avec Frida, accentuant la tension. Cette dualité frappante entre la perfection irréprochable de leur travail et les imperfections douloureuses de leur vie personnelle fut un thème récurrent. Les 2 couples virent leur vie personnelle s'entremêler avec leurs projets. Leur processus créatif était rythmé par la joie et le génie, mais aussi par des épisodes de tension extrême et de chagrin palpable, souvent canalisés dans leur création. L'un des tournants eut lieu après des vacances à Chypre en 1970, lorsque les 2 couples improvisèrent une prestation live devant des soldats des Nations Unies. Cette session renforça leur lien humain et révéla le talent brut qui allait marquer l'âme de leur œuvre. 4. La séparation douloureuse, les fissures s'élargissent. À mesure que le groupe évoluait, les relations personnelles qui étaient à la base de leur union renforçaient initialement leur lien créatif. Cependant, les pressions de la célébrité, les tournées incessantes et l'attention médiatique ont commencé à affecter leur vie personnelle, conduisant à la séparation en 1982. Le divorce de Björn et Agnetha, la première fissure irréparable. Les premiers signes de tension sont apparus en 1978 lorsque Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog ont commencé à rencontrer de graves problèmes conjugaux. Mariée depuis 1971, Agnetha se sentait souvent déchirée entre sa carrière et son rôle de mère. Malgré leurs efforts, les pressions de la célébrité ont pesé, provoquant des tensions croissantes et une distance émotionnelle. Les luttes personnelles d'Agnetha se reflétaient souvent dans les thèmes plus sombres de la musique d'ABBA. Elle a avoué que le succès exigeait un travail impitoyable et qu'il était difficile de maintenir une normalité. En 1977, Agnetha a confessé « C'était épuisant. Je me sentais souvent perdre le contact avec moi-même. » Bien que le couple ait essayé de maintenir une relation professionnelle, la distance émotionnelle s'est accrue. En 1979, le couple a officiellement divorcé. Agnetha a décrit cette expérience « Je n'avais pas le choix. C'était soit le mariage, soit ma santé mentale. » Malgré le divorce, ils ont continué à travailler ensemble. Cependant, leur relation tendue s'est immiscée dans leurs interactions professionnelles. Le poids émotionnel du divorce rendait la collaboration difficile. Les performances poignantes d'Agnetha sur The Winner Takes It All étaient perçues comme le reflet direct du chagrin qu'elle vivait. Benny et Frida, une rupture moins médiatisée, mais tout aussi douloureuse. En parallèle, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad faisaient face à des difficultés croissantes dans leur mariage. En couple depuis 1969, ils s'étaient mariés en 1978. Bien que leur relation ait été moins médiatisée, les tensions étaient similaires. Les tournées incessantes et l'attention publique mettaient une pression considérable. Comme Agnetha, Frida a eu du mal à gérer les exigences de sa carrière et les défis de sa relation. Elle a révélé en 1981 que il était difficile de vivre sous les projecteurs, surtout quand ça n'allait pas bien à la maison. Le fardeau émotionnel du public, combiné aux pressions du calendrier, a fini par peser lourdement. En 1980, Benny et Frida se sont séparés, et début 1981, ils ont officiellement divorcé. Leur rupture est devenue un autre signe criant des tensions internes. Comme Benny l'a expliqué en 1982, nous étions tous les deux trop absorbés par le groupe. Les sacrifices personnels étaient trop importants. L'impossible unité et la fin imminente.
Le divorce de Benny et Frida a eu un impact profond sur la capacité du groupe à travailler comme une unité cohésive. La tension émotionnelle entre les deux couples était évidente. En 1982, Frida a admis, c'était difficile de travailler ensemble après tout ce qui s'était passé. Les conséquences émotionnelles rendaient difficile de maintenir leur dynamique créative. En 1981, les luttes personnelles avaient un impact visible. Les membres avaient du mal à concilier leur vie brisée avec les exigences du groupe. La fracture émotionnelle et la relation tendue se reflétaient dans leur musique. Bien qu'ils aient souhaité continuer, les difficultés personnelles ont rendu impossible de maintenir l'énergie et l'alchimie. Comme Björn l'a réfléchi en 1982, nous avons essayé de continuer, mais nous n'étions plus les mêmes. Nous avions changé. Le sentiment d'unité a commencé à s'estomper. Les dernières sessions d'enregistrement en 1982 étaient marquées par un sentiment de fatalité. Bien qu'ABBA n'ait jamais annoncé leur rupture, les fans ressentaient qu'il était trop tard. La tension émotionnelle des divorces rendait impossible de continuer avec la même passion. En 1982, Agnetha a résumé, « C'était un soulagement quand c'était fini ». La fin des deux mariages a eu un impact considérable et irréparable sur la chimie du groupe. L'après-séparation, deux chemins et des tristesses croisées. Après la dissolution d'ABBA, les 4 membres ont poursuivi des carrières individuelles distinctes. Aucun n'a atteint le même niveau de gloire, mais chacun a apporté des contributions notables, même si les chemins des hommes et des femmes ont semblé prendre des directions très différentes. Le succès masculin, Björn et Benny, les compositeurs infatigables. Björn Ulvaeus est resté impliqué dans la musique, se tournant vers le théâtre musical. Il a fait équipe avec Benny Andersson pour créer Chess, 1986, qui a connu un grand succès et a donné naissance à One Night in Bangkok. Dans les années 1990, il s'est impliqué dans Mamma Mia, une comédie musicale basée sur les chansons d'ABBA, qui a ouvert en 1999 et a été adaptée en film en 2008. Björn a divorcé d'Agnetha en 1981 et s'est remarié avec Lena Kallersjö, avec qui il a eu 2 filles et a trouvé une nouvelle stabilité. Tout comme Björn, Benny Andersson a poursuivi ses activités musicales. Après ABBA, il a travaillé avec Björn sur Chess et a formé le Benny Andersson Band, explorant la musique folk et le jazz. Il est devenu connu pour son travail instrumental. L'une de ses contributions majeures a été son implication dans Mamma Mia, où son rôle a été crucial. Peu après son divorce de Frida, Benny a épousé Mona Nurkli en 1981 et a eu un enfant, Ludwig, trouvant lui aussi une nouvelle stabilité. Les tristesses féminines, santé mentale et tragédies injustes. En contraste, Frida et Agnetha sont en grande partie restées en dehors des projecteurs, tombant d'un chagrin à un autre, dans une série de malheurs personnels et familiaux. Annifrid Lyngstad a tenté de poursuivre sa carrière solo, sortant des albums comme Something is Going On, 1982, mais sans le même succès. Frida a eu du mal à trouver son identité. Au fil des années, la santé mentale de Frida a commencé à se détériorer, et elle s'est retirée des événements publics. En 1990, elle avouait « J'étais perdue, et je sentais que je n'avais aucune direction réelle ». Frida a cherché le bonheur domestique. Elle s'est installée en Suisse, où elle a épousé le prince Russo-Reus von Plohan en 1992. Mais la tragédie a frappé, en 1998, sa fille de 30 ans, Anne-Liselotte Fredriksson, a été tuée tragiquement dans un accident. L'année suivante, Frida a perdu son mari, le prince Russo, victime d'un cancer en 1999. Elle résuma « J'ai tout perdu ». Agnetha Fältskog n'a pas eu une vie plus facile. Sa carrière a été marquée par des luttes personnelles. Sa carrière solo n'a jamais atteint les mêmes sommets. Elle a parlé de sa lutte contre la santé mentale après le divorce. « Je me sentais vide, comme si tout ce pourquoi j'avais travaillé était perdu », a-t-elle déclaré. Pendant cette période, Agnetha a été souvent décrite comme recluse. Elle s'est retirée de la vie publique et s'est isolée en Suède. Sa dépression était aggravée par la fin de son mariage et la dissolution d'ABBA. Elle a révélé qu'elle avait trouvé difficile de gérer ses émotions. À mesure que sa dépression s'intensifiait, Agnetha a consulté des médecins. Elle a été diagnostiquée avec une dépression clinique et a commencé une thérapie et des médicaments. Il m'a fallu longtemps pour réaliser que j'avais besoin d'aide, a avoué Agnetha. Elle a consacré son temps à élever ses enfants et à trouver du réconfort.
Elle s'est éloignée des projecteurs entre 1980 et 1990. Malgré ces défis, elle a progressivement commencé à sortir de sa dépression à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle est revenue à la musique, sortant My Coloring Book en 2004. Il s'agissait de guérison, de retrouver de la joie, a-t-elle déclaré. Au fil des décennies, les deux femmes ont dû faire face au rappel constant de leur succès. Leur célébrité était souvent une épée à double tranchant. Elles étaient prises dans un cycle où elles tentaient de rester pertinentes tout en luttant avec des tragédies. Ce contraste avec les chemins stables de Benny et Björn a rendu les luttes de Frida et Agnetha encore plus marquées et poignantes. 6. L'héritage d'Abba et l'adieu final, la renaissance rétroactive et le cadeau ultime. Bien que les membres d'Abba aient suivi des chemins différents après leur séparation, leur héritage commun n'a jamais disparu. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la musique d'Abba a connu un regain d'intérêt massif grâce au succès de Mamma Mia et à ses adaptations cinématographiques, attirant une nouvelle génération de fans. La réunion inattendue, le cadeau aux fans. Ce n'est qu'en 2018 qu'Abba a choqué le monde en annonçant la sortie de nouvelles musiques pour la première fois en plus de 35 ans. L'annonce a été accueillie avec une excitation frénétique. Deux nouvelles chansons, Isti a Faith in You et Don't Shut Me Down, publiées en 2021, ont prouvé que le groupe possédait toujours la même alchimie unique. Isti a Faith in You est une chanson réfléchie et nostalgique. Björn Ulvaeus a expliqué « J'étais très ému. C'était comme revenir chez soi. » Cependant, la nouvelle musique n'a pas annoncé une réunion complète. Le groupe n'a pas entrepris de tournée. Benny Andersson a dit en 2018 « Nous n'avons pas besoin de jouer ensemble. » Il semblait que la fin était proche, mais en 2021, ils se sont réunis pour un nouvel album, Voyage, et une tournée virtuelle après 40 ans. Mais cela marquait probablement leurs derniers adieux. Benny Andersson a fait une déclaration au Guardian « Il est temps. Je ne dis pas qu'Abba ne se réunira jamais, mais il est temps de dire adieu à tout grand projet pour l'avenir. » Cela a montré que bien que la musique d'Abba perdurera, leur époque de performance et de création prendrait fin. Voyage, l'adieu technologique et la préservation de l'héritage. L'annonce de leur séparation en 1982 était pleine de tourments. La décision de leur retour pour Voyage était une décision collective et paisible, présentée comme un cadeau aux fans. L'album Voyage était motivé par un désir pur de créer ensemble une dernière fois. Lorsque l'annonce de cette tournée virtuelle a été faite, l'anticipation était immense. Les billets se sont épuisés immédiatement. C'est la première fois qu'un groupe légendaire utilise la technologie de simulation 3D et des avatars pour offrir des performances. Des images de leur jeune version ont été utilisées, permettant de partager leur musique tout en respectant leur âge. Alors qu'ils entrent dans leurs 70 et 80 ans, ils restent passionnés. Cependant, le groupe souhaite préserver sa liberté et sa créativité sans la pression des attentes commerciales. Nous voulions faire quelque chose avant de mourir, a partagé Björn Ulvaeus. La réunion d'Abba pour Voyage a représenté le dernier chapitre d'une histoire. La décision de se séparer en 1982 était pleine de tourments émotionnels, mais leur retour a été marqué par la chaleur, la camaraderie et le respect mutuel. Leur héritage, toutefois, continuera d'influencer des générations de fans et d'artistes. Abba a apporté des airs intemporels qui ont résonné à travers les décennies. Alors, quelle chanson d'Abba est liée à votre enfance ou à un moment marquant de votre vie? N'hésitez pas à partager vos réflexions et moments mémorables dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo.